Bonjour à tous. Cyberstorm Access est sorti en TCG et je pense que nous savons tous très bien pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, je vous propose de passer directement aux choses sérieuses. Bon, plus sérieusement, pour ceux qui n'auraient pas compris, Dinomorphia a reçu du nouveau support, à la fois direct et indirect. Donc il est évident que j'allais vous proposer ma version mise à jour du deck profile. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir vous faire une mise à jour et je suis très excité de vous le montrer. Juste ne faites pas attention à ma voix qui est un peu plus faible que d'habitude dans la vidéo parce que j'étais malade lorsque j'ai tourné. Mais bon, passons sans plus attendre au deck profile. Bon alors, avant toute chose, ceci est donc un deck profile Dinomorphia pur, hein. J'ai pas fait comme au CDF, je l'ai pas mixé avec Punk ou autre chose, c'est juste la liste, tout ce qu'il y a de plus simple. Avec le support Dino qui arrivera dans Dune, c'est pas impossible que la liste devienne un peu plus spicy à l'avenir, mais en attendant, nous restons sur les bases, avec des dinosaures, très peu de points de vie et beaucoup de pièges. On va pas changer une équipe qui gagne, on va jouer nos 3 Theresia et nos 2 Diplos, accompagnés cette fois d'un petit backup, une Lilith, Lady of Lament. Bon alors, déjà, oui, entre-temps, je me suis acheté une magnifique copie de Theresia en Starlight. Elle était pas si chère que ça, donc je me suis fait un petit kiff, et elle est absolument splendide, elle est ravissante. Les 2 Diplos, parce que pas le choix. J'aurais bien aimé qu'ils sortent des nouveaux monstres, mais bon, je suis coincé avec ce débile. Mais mine de rien, j'ai quand même un peu besoin de lui, donc pour l'instant, il fait l'affaire. Et la Lilith, c'est une tech que j'ai testée sur Master Duel, et elle m'a plutôt bien servi à chaque fois. Je la trouve très sympa. La carte est quasiment jamais morte, parce qu'elle peut tuto des pièges qui ne sont pas que des pièges Dinomorphia. Donc elle est vraiment pratique. Même si elle sert qu'une fois, c'est une très bonne fois. Ensuite, je joue 2 seigneurs de la prison divine. J'ai le 3e juste là, mais en fait, j'ai décidé de le retirer pour mettre la Lilith, pour pas jouer trop de monstres, parce que dans un deck contrôle comme celui-ci, on n'a pas envie d'avoir trop de monstres, parce que après, c'est moins de pièges en main. Mais seigneur de la prison divine, c'est quand même une carte qui est super pratique, parce que ça tuto un peu tout ce qu'on veut, et ça protège des méchants Feather Duster et des méchants Twin Twister. Mais ça ne protège pas d'Evenly Matched et de Cosmic Cyclone. Donc je sais pas si la carte est toujours aussi bonne. Pour le moment, la carte est très très solide. Et évidemment, on joue les 3 Fossil Dig pour avoir accès à notre Theresia le plus facilement. Dans le grind game, elle est un peu relou parce qu'on a très vite plus de monstres dans le deck. Mais bon, tout de même, c'est super important de maximiser nos accès à Theresia. Pour nos pièges, évidemment, les bases, 3 domaines, 3 frénésies. Nos 2 pièges de fusion, elles sont très fortes. Juste Frénésie, pareil, dans le grind game, elle est moins utile parce qu'on n'a plus de monstres dans le deck. En fait, Frénésie est très forte au début de la game. Domaine est plus pratique dans le grind, je trouve. Mais avoir les 2, c'est génial parce que ça fait qu'on aura forcément nos fusions à un moment ou à un autre. Et la nouvelle trappe, celle qui fait que j'ai dû attendre pour faire un update, 3 préservations Dinomorphia. J'aime bien le nom français de cette carte, c'est rigolo. Une magnifique carte où on a Bébou Theresia qui défonce un mur. J'aime beaucoup. Bon, pour les faits, c'est simplement un Solemn Strike tutorisable. La carte est vraiment très bien designée. Déjà de 1, c'est un Solemn Strike, mais vous n'avez pas besoin de payer exactement 1500 LP pour le résoudre. Et de 2, la carte elle dit, pour le reste du tour, si vous devez prendre des dégâts de combat, et les dégâts que vous recevrez, ce sera la moitié de vos life points. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne mourrez pas au combat le tour où vous l'activerez. Après les effets de carte, c'est un autre délire. La carte, elle dit, ce tour, je survivrai. Donc, quoi qu'il arrive. Un autre truc qui est que la carte est vraiment très bien rédigée, c'est que pour l'activer, vous devez contrôler une carte Dinomorphia. Pas un monstre, une carte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais vous activez votre domaine Dinomorphia et que vous voulez faire une fusion en utilisant des matériaux depuis le deck, votre adversaire, petit rigolo qu'il est, il va H-Blossom. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans cette situation ? À ce moment-là, vous contrôlez toujours votre domaine Dinomorphia.
Du coup, vous pouvez activer Préservation. Parce que vous contrôlez une carte d'Ilomorphia face recto. Donc vous pouvez poser 5 cartes, activer votre domaine, et vous craindrez pas H-Blossom, parce que vous avez cette carte. C'est excellent, vraiment. Et en fait, c'est cool d'avoir une trappe qui dit que j'ai pas besoin de détruire un monstre, parce que en fait, au bout d'un moment, flemme, j'ai envie de garder mes cartes. Et excellente addition au deck, même si on aurait préféré qu'elle soit là avant. Ensuite, on joue évidemment les 2 Sonic et les 2 Brutes d'Ilomorphia. Elles sont toujours fortes. Le seul souci, c'est que on n'est pas toujours garanti d'avoir un monstre sur le board au moment où on a envie de l'activer. Je pense que c'est pas une très bonne idée d'en jouer 3, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai souvent été puni d'en jouer 3. Et je joue également une alerte et une réversion. Réversion, j'aime quand même vraiment beaucoup la carte, même si son effet arrive rarement. Et alerte, c'est juste trop pratique. Pas 3, évidemment. On en aura forcément besoin à un moment dans la game pour soit reborn une fusion qui aurait décédé, soit pour générer de l'avantage avec nos 2 playmakers. Je joue toujours 3 jugements solennels. La carte a toujours sa place dans ce deck. Et 2 Solemn Strike cette fois. J'en ai retiré un parce que maintenant on a préservation. Mais je trouve comme ça intéressant d'avoir Solemn Strike sous notre ceinture. Mais évidemment, la carte est dangereuse parce que on peut pas toujours payer les 1500 life points nécessaires. Mais si jamais on l'a en début de game, utilisez-la sans modération. Suite à cela, j'ai de nouvelles cartes que je n'avais pas testées auparavant. Et puis le destin a fait que je les ai essayées dans le deck et elles sont très pratiques. 3 d'Aroma Cannon et la petite nouvelle 2 âmes du roi suprême. Ah, j'adore cette carte. Cette carte elle est trop bien parce que c'est un support indirect d'Ilomorphia. Pour ceux qui ne savent pas, cette carte elle dit à l'activation, vous payez la moitié de vos life points et vous invoquez Zark. Mais ses effets sont annulés. Alors Zark, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est le méchant de Argvé. Attention spoiler. Et donc c'est un gros bazar avec 4000 d'attaque, 4000 de défense. L'âme du roi suprême, elle dit que si l'adversaire active une carte magie ou un effet de magie, vous pouvez bannir le Zark que vous avez invoqué par cet effet, et vous pouvez invoquer autant de Dragon Synchro, Dragon Xyz, Dragon Fusion et Dragon Pendule que vous voulez, un de chaque. Mais vous n'êtes pas obligé d'invoquer les 4, vous pouvez en invoquer autant que vous voulez. Et en fait c'est intéressant parce que du coup vous pouvez invoquer Dragon Synchro de l'aile de cristal, qui est une negate supplémentaire. Vous pouvez jouer d'autres targets à cette carte si vous le souhaitez, parce que ça vous fera plus de body sur le board. Mais le truc c'est que Dragon Xyz, s'il n'y a pas de matériel Xyz, ça sert à rien. Les dragons pendules, ils font pas grand chose une fois qu'ils sont sur le terrain. Et Dragon Venin, il sert plus à quelque chose dans une stratégie dédiée à lui. Il sert pas très bien tout seul. Finalement, il n'y a que les dragons synchro qui sont un peu utiles tout seuls, en tant que boss monster. Mais là où la carte est vraiment rigolote, c'est avec Daruma Cannon. Parce que il se trouve que parmi les effets de Zark, il a un effet obligatoire à l'invocation qui détruit toutes les cartes adverses. Mais ces effets sont annulés quand on est invoqué avec cette carte. Sauf que, si vous activez Daruma Cannon, tous les monstres sur le terrain sont changés face verso. Et si vous changez face verso le Zark que vous avez invoqué, il va oublier qu'il a été invoqué avec ça. Donc son effet va se résoudre. C'est très marrant parce que du coup, si jamais vous avez les 2 cartes, vous pouvez board wipe le terrain adverse comme ça, par surprise. Cette carte est déjà très forte toute seule, c'est pour ça que je la joue x3. Celle-ci, elle est un peu plus situationnelle, mais elle est très pratique. De plus, un autre truc intéressant, Zark, il a un effet s'il est détruit. Il peut se mettre en scale, et à ce moment-là, ces effets en scale, ils seront pas annulés. Et du coup, il dit que les monstres fusion synchro X6 de l'adversaire peuvent pas activer leurs effets, et si jamais il ajoute une carte de son deck à sa main, on peut détruire la carte en question. C'est donc un floodgate super intéressant. C'est à ne pas négliger si vous décidez de jouer cette carte. Donc âme du roi suprême, c'est très drôle. Je l'aurais bien joué x3, mais j'avais besoin de faire de la place pour d'autres cartes un petit peu plus utiles. Donc voilà, 2 c'est pas si mal au final. Et par contre, Daruma Cannon, je l'ai joué à la base parce que je jouais cette carte, mais en vrai de vrai, la carte toute seule, elle est très très forte. Elle peut vraiment prendre l'adversaire par surprise et ça peut mettre un terme à son tour.
Si Book of Eclipse est beaucoup joué, Destructive Dharma Cannon c'est le même délire, sauf qu'en plus les monstres qui peuvent pas être mis face verso, ils s'envoient au cimetière par le joueur adverse, donc il est obligé. Et au final je préfère ça à Hommage Torrentiel, parce que Hommage Torrentiel ça nous nique un peu notre board aussi. Donc ça c'est un peu les nouveautés, mais des nouveautés qui sont les bienvenues. Ensuite 2 Flammes de Furet, cette carte qui gagne toujours des games à elle toute seule, et 2 Intrusions Imprudentes. J'adore cette carte. Vous avez pas idée du nombre de games qu'elle m'a sauvé elle toute seule, parce que c'est une trame qu'on peut utiliser un peu n'importe comment et un peu comme on veut. Donc pour rappel, si on a moins de points de vie que l'adversaire, on peut choisir entre 2 effets. Soit on pète un monstre adverse qui a une attaque entre la différence de life points, sans cibler, soit on reborn un monstre de notre cimetière qui a une attaque inférieure ou égale à la différence de life points. Et du coup cette carte, dans ce deck précisément, elle est géniale parce que soit vous pouvez péter un truc adverse et c'est une interruption, soit vous pouvez reborn un de vos monstres et générer de l'avantage. Typiquement, cette carte elle m'a beaucoup servi si l'adversaire arrivait à se débarrasser de Rexstrom ou de Kantragina, parce que vu qu'on a un gros écart de life points, je peux reborn un peu tout ce que je veux. Et dans cette situation, vous pouvez aussi reborn votre Theresia ou votre Lilith, si l'occasion se montre. Donc très franchement, Intrusion Imprudente c'est une carte qui est trop utile dans ce deck, et je recommande extrêmement fortement. Donc ça c'est tout pour notre main deck. Pour l'extra deck, ça n'a pas trop changé. On a toujours les 3 Kantragina, les 3 Rexstrom et les 3 Stealthberga. Toujours la Dream Team. Stealthberga, vous pouvez en cut 1 pour jouer autre chose, mais vu que c'est un matériel fusion pour Frénésie, c'est aussi utile d'en utiliser 2 comme matériel fusion et d'en garder 1 pour potentiellement l'invoquer, parce que très franchement cette carte, il y a des moments où on en a besoin et on veut qu'il soit là dans ces situations-là. Genre typiquement si vous voulez activer votre Solemn Strike en late game, ou si vous voulez burn l'adversaire pour les derniers life points qui lui restent. Un autre truc drôle, c'est que sur Master Duel, les gens n'arrivent pas à lire Rexstrom. Je sais pas pourquoi, mais tout le temps les gens ils voient Rexstrom et ils se disent ce monstre est un skill drain, je suis sûr que je peux le détruire au combat. Et après ils lui foncent dedans comme des débiles. C'est vraiment très marrant. Ensuite, du coup, je joue les 2 arcs pour les 2 trappes. C'est plutôt pratique d'en jouer un deuxième. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est pratique si jamais vous voulez activer Âme du Roi Suprême 2 fois. Un Laga, un Dolka. Ces cartes, elles permettent de sécuriser les games une fois que vous passez au tour 3. Un Degusto Emerald pour recycler les cartes. Encore une fois, cette carte, elle m'a trop servi. J'ai pas trop envie de la retirer. Peut-être plus tard, je me déciderai. Mais là, tout de suite, il y a trop de games où, en fait, il m'a recyclé... parce qu'à force de vider votre deck et votre extra deck, des fois, vous avez besoin d'un peu de recyclage. Et le petit dragon synchro de cristal pour Âme du Roi Suprême. Je joue pas d'autres targets parce que j'ai pas de place dans l'extra deck. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer cette mise à jour de mon deck préféré. J'ai dû attendre longtemps pour vous la faire. J'avais envie de faire une mise à jour avec Âme du Supreme King, mais vu qu'il y avait la trappe qui allait sortir dans Cyberstorm Access, je me suis dit, bon allez, on va attendre un petit peu plus longtemps. J'espère que l'attente en vaudra la peine. C'est donc tout pour ce nouveau deck profile d'Inomorphia. Il y aura peut-être une mise à jour avec la sortie de la prochaine extension qui apportera du support dinosaure. Mais en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur notre Discord. Nous avons beaucoup de vidéos à vous présenter avec Cyberstorm Access. Donc restez connectés avec nous. En attendant, n'oubliez pas de rester créatif, lisez vos cartes et que personne ne s'attend à la Daikisition.